Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bujour. Je reçois dans quelques instants Baptiste Gaudry. Il vient nous parler d'une étude sur l'importance de l'entraide en santé mentale. À l'Espresso et à l'Espresso allongé, le sujet sera les échecs scolaires. Notre collaboratrice Ève Cardinal est des nôtres en début de deuxième demi. Elle va nous parler pour sa part du retour au travail après une dépression. Alors tout ça dans le menu de Folie douce de cette semaine. On commence en chanson avec Nicolas Michaud et la chanson s'intitule « À la vie, à la mort ». Bienvenue à Folie douce. Vous écoutez l'émission Folie douce qui vous renseigne sur la santé mentale depuis plus de 25 ans. J'accueille maintenant mon invité, M. Baptiste Gaudry. Bonjour, M. Gaudry. Bonjour. Bienvenue à l'émission Folie douce. Vous êtes professeur associé au département de sociologie de l'Université de Montréal. On va parler en gros de l'entraide en santé mentale, comment c'est important, l'importance que ça a de s'entraider en fait. Tu sais, c'est souvent on utilise souvent ce mot-là, mais qu'est-ce que c'est vraiment? On va certainement apprendre à mieux connaître ce que c'est. Mais d'abord, j'aimerais que vous nous présentiez un petit peu le département de sociologie, ou du moins le milieu de travail dans lequel vous effectuez des recherches sur la question. Oui, alors je suis professeur associé au département de sociologie et chercheur universitaire dans un centre qui s'appelle le CREMIS. C'est le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté. Et c'est un centre de recherche qui a pour particularité de se situer dans un milieu de pratique, le CIUS Centre-Sud. Donc on développe la recherche sociale au contact de praticiens, praticiennes de la santé des services sociaux, avec le mandat à la fois de développer les connaissances sur les inégalités sociales dans la santé et les services sociaux, et en même temps d'améliorer les pratiques. Est-ce que c'est un peu unique dans le fait d'être dans un milieu de pratique? Parce que souvent, on pense souvent aux chercheurs et aux départements de recherche qui sont peut-être un peu isolés, mais c'est peut-être une mauvaise perception qu'on a, mais est-ce que c'est unique? Oui, c'est assez unique. C'est assez unique en Occident et il n'y en a pas non plus énormément au Québec de ce centre-là. C'est ce qu'on appelle la mission universitaire dans le réseau de la santé des services sociaux. Et c'est quelque chose d'assez privilégié et en même temps toujours en tension parce qu'à la fois on est très très proche de l'action et en même temps on nous demande d'être des universitaires et dans la distance, la réflexivité. Ouais. Et plus précisément, ma programmation de recherche porte sur les inégalités sociales et les savoirs. Alors je m'intéresse beaucoup à la question de la crédibilité des groupes qui sont stigmatisés, qui sont marginalisés, au savoir expérientiel qu'ils ont et à la valorisation, à la reconnaissance de ces savoirs et même plus loin que ça, à la co-construction de connaissances et de pratiques au croisement de savoir universitaire, de savoir expérientiel et aussi de savoir des praticiens, des intervenants qui ont aussi une expérience d'intervention et qui en connaissent beaucoup sur les réalités qui sont vécues par les personnes. Ça implique plus de défis, je pense, cet aspect, de tout rassembler ça, d'être constructif puis d'avoir un peu tous ces éléments-là en tête là, quand on monte. Certainement, et très stimulant. Oui, aussi, effectivement, on ne s'ennuie pas, c'est certain, puis il y a quand même beaucoup d'améliorations à y avoir au niveau de la santé mentale. S'il y a un parent pauvre au niveau de la santé, c'est bien de la santé mentale, alors je pense que toutes les informations, toutes les études peuvent être bénéfiques aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Et c'est un beau terrain d'étude aussi pour la question des savoirs parce que historiquement, il y avait un lourd préjugé sur les compétences et la capacité de décision, l'autonomie décisionnelle des personnes qui avaient une étiquette de problème de santé mentale. C'était souvent la folie, l'irrationalité et ça persiste encore aujourd'hui. Donc on va en parler un peu plus dans ce qui mène les gens à venir dans des groupes d'entraide. Et puis, si vous voulez, en fait, je vous emmènerai un peu sur justement la rencontre de gens que j'ai rencontrés dans ce projet-là. C'est un projet qui est financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Et une partie de ce projet, pas la totalité, mais porte sur l'entraide entre pairs en santé mentale. Et je suis allé à la rencontre de personnes qui fréquentent des groupes d'entraide. Alors ça peut être des groupes d'entraide à l'hôpital sur les troubles alimentaires, ça peut être des groupes de patients, patientes en première ligne qui, par exemple, parlent d'anxiété pendant 10 séances en suivi. Ou ça peut être aussi dans des ressources alternatives en santé mentale, des groupes de gestion autonome de la médication ou d'entendeurs, entendeuses de voix. Alors c'est assez varié, mais c'est des contextes essentiellement de groupes. Et j'ai rencontré des personnes dans la région montréalaise, une cinquantaine de personnes. On a fait des groupes, des entrevues individuelles, des entrevues de groupe, pour essayer de comprendre ce qui menait les gens à aller dans ces groupes d'entraide-là et le bénéfice aussi qu'ils en retiraient. Et c'est essentiellement, vous visez essentiellement, comme vous dites, l'action de l'entraide entre pairs. Donc, des gens qui ont déjà vécu des problèmes de santé mentale ou sont familiers avec ça. Donc, c'est pas nécessairement un intervenant qui
Vous visez plutôt justement la clientèle entre elles, là. Alors, il y avait différents cas de figure. Dans les ressources alternatives en santé mentale, c'est du par et pour entièrement. Ouais. Il y avait certaines ressources où c'était des professionnels, mais ils m'ont pas divulgué si eux-mêmes, ils le faisaient à titre de professionnel ou parce qu'ils avaient une identification de par leur vécu aussi. On peut le penser dans certains cas, mais c'était des cas de figure assez contrastés. Donc il y en avait effectivement par et pour, et il y en avait d'autres où c'était un animateur, parfois un intervenant, une intervenante à la retraite, qui revenait dans le milieu et puis qui animait les groupes. Est-ce qu'on peut dire que les données sur le bienfait de l'entraide ou sur les plus de l'entraide, est-ce que c'est un peu manquant? C'est peut-être pour ça que le but de la recherche, en fait? Alors, c'est de mieux en mieux documenté. Moi, la contribution spéciale de la recherche que je réalise, j'ai fait le terrain avec une professionnelle de recherche qui s'appelle Camille Rivet, et on a aussi essayé de le faire dans la discussion avec les partenaires communautaires avec lesquels on travaillait pour voir qu'est-ce qui pouvait être éclairé par la recherche. Et un peu la spécificité de la recherche qu'on a menée, c'est de concevoir les espaces d'entraide comme des espaces de mise en mots de l'expérience qui est vécue. Souvent, les gens arrivent et ont de la honte. Ils ont vécu de la honte. Ils ont vécu des expériences parfois où on les a mis en doute, en question. On a mis en doute leurs paroles. Et ils arrivent dans ces groupes d'entraide et finalement, ils peuvent partager leur expérience, se sentir validés et aussi partager des stratégies qu'ils ont mis en œuvre pour vivre mieux avec leurs symptômes au quotidien, aussi des stratégies pour trouver les meilleurs services dans le réseau de la santé, comment naviguer, ou aussi gérer les relations avec leurs proches qui peuvent parfois avoir un regard pas tout à fait compréhensif. Il y a des proches compréhensifs, mais il y a des proches, des situations de conflits familiaux parfois. Et donc, moi, c'est vraiment les espaces d'entraide comme un espace de mise en mots des expériences, de collectivisation des expériences, de validation et aussi d'élaboration et de transmission de savoir expérientiel liés à la maladie mentale. Parce qu'il y a beaucoup de belles histoires, mais il n'y a peut-être pas assez justement de soit d'écrits ou de quelque chose qu'on pourrait retransmettre, puis peut-être des modèles qu'on pourrait recréer ailleurs. Donc, c'est d'où peut-être l'utilité aussi d'avoir quelque chose qui est écrit, qui a été réfléchi, qui a été mis ensemble. Donc, Oui, je pense qu'en fait, les groupes avec lesquels on a travaillé reconnaissent tout à fait l'importance de l'entraide, mais il y a un peu un préjugé parfois pour des financeurs de se dire, mais dans le fond, s'il n'y a pas de professionnels dans ces groupes-là, ils font un peu n'importe quoi. Et en fait, la recherche montre que ce qui s'échange, ce qui se discute, ce qui se dit dans ces groupes d'entraide, c'est rarement n'importe quoi. En fait, c'est très utile pour les gens, ça s'inscrit souvent dans un parcours complémentaire, c'est pas à exclusion d'aller voir un médecin, d'aller voir un psychiatre, d'avoir une psychothérapie, de voir un travailleur social en première ligne. Souvent, c'est des services complémentaires auxquels tout le monde n'a pas accès. Par bouche à oreille, des fois, on fait des recherches sur Internet, on appelle, on va dans ce groupe-là et on trouve que c'est un espace intéressant. Mais souvent, il y a un peu une condescendance et c'est d'ailleurs très peu financé. Hein. C'est pas beaucoup reconnu financièrement, l'entraide, alors que ça joue un rôle, on s'est rendu compte, extrêmement important dans les trajectoires de soins. C'est assez récent dans l'histoire de la santé mentale, dans les soins, si on veut, ou dans l'approche là, de mieux-être d'une personne en santé mentale. L'entraide, c'est quand même pas si vieux comme expérience. Non, c'est pas si vieux. Au Canada, on remonte les premiers groupes, vraiment, c'est dans les années 70. C'était en Ontario. Au Québec, ça a été vraiment plus dans les années 80, à partir des années 80. Et ça correspond aussi avec un mouvement d'émancipation des patients-patientes, de se dire, on va prendre notre santé en main et on va se retrouver entre personnes qui, ayant une expérience de première main, on est passé par là, on sait ce qui est bon pour nous. Alors au début, il y avait un discours très militant. Aujourd'hui, ça coexiste avec l'idée qu'il y a des professionnels et que c'est important aussi d'avoir un suivi professionnel. On reconnaît l'importance, les gens à qui on s'est adressé reconnaissent souvent l'importance de voir un psychiatre ou d'avoir des soins professionnels, mais ça comble quelque chose qui n'est pas comblé. Et notamment, ce qui n'est pas comblé dans la santé et les services sociaux, c'est que souvent on est pris dans le temps, dans l'urgence. Et parfois aussi, on trouve que les gens nous racontent beaucoup d'expériences où ils sentent que c'est pas assez humain, pas assez chaleureux. Et donc, dans ces groupes d'entraide, ils retrouvent cette chaleur, ce côté humain qui est très stimulant. Un autre point qui est très important dans ces groupes d'entraide, c'est on a plusieurs personnes, quand on les a interrogées en leur disant pourquoi vous venez, mais ils viennent parce qu'ils ont vécu des expériences, comme je vous disais, où ils se sont fait souvent remettre en question. Ça se passe juste dans ta tête, tu fabules, oui, mais c'est pas si grave que ça. Et en venant dans ces groupes, ils trouvent vraiment un espace pour partager ce qu'ils vivent et pour être réassurés, pour être validés. Non, c'est pas vrai que ça se passe juste dans ta tête, tu vis vraiment de la souffrance. Et aussi,
finalement, en exprimant cette souffrance, on est capable de mieux la mettre en mots et à ce moment-là, de mieux aussi l'exprimer à ses proches, de mieux l'exprimer aussi aux professionnels de la santé. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça donne une espèce de confiance, une validation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans ces espaces-là, il va y avoir beaucoup, si je prends l'exemple des entendeurs, entendeuses de voix, il va y avoir beaucoup d'échanges sur des stratégies, souvent hors de la médication, pour gérer ses voix, par exemple. Donc ça peut être bercer ses voix, ça peut être donner rendez-vous à ses voix, ça peut être des techniques de respiration, aller prendre une marche. Ça ne veut pas dire que ça va être valable pour tout le monde, mais les gens vont partager ce qui est important pour eux, et les gens vont dire « Ah, c'est intéressant, je vais l'essayer ». Alors là, la semaine prochaine, ils reviennent, ils discutent. Ah, j'ai essayé ça, ça marche. Donc c'est un peu un espace où il y a des expérimentations collectives, il y a du partage de savoir et c'est extrêmement personnalisé, adapté aux besoins des personnes. Et les alternatives, on parle souvent des alternatives parce que la médication, ça ne règle pas tout. On a besoin d'avoir souvent un ensemble. Là. Oui, la médication dans plusieurs cas, mais ça prend d'autres choses. Comme vous dites, un peu les expériences puis les essais-erreurs peut-être pour s'améliorer. Là. Tout à fait, tout à fait. Je pense que la dimension alternative dans l'entraide, c'est important. C'est parfois s'arracher d'un cadre un peu dans la santé, c'est très biomédical aussi. Hein. Les gens passent des tests, ils vont prendre des médicaments chez le psychiatre. Et tandis que dans ces espaces-là, on peut aussi parler dans le fond de tout ce qui est anxiogène, toutes les relations sociales. C'est pas vrai que c'est juste du biologique. C'est énormément, ça se joue dans les conflits, les difficultés qu'on a au travail, la stigmatisation, la honte qu'on peut ressentir et le fait de se sentir validé, le fait d'avoir aussi de pouvoir partager et de recevoir des techniques, des stratégies pour mieux vivre, par exemple avec ses voix, dans le cas des entendeurs, entendeuses de voix, c'est extrêmement soulageant, ça apporte du bien. On a l'impression que c'est assez récent, comme on disait tout à l'heure, le côté un peu humain puis le côté de père aidant, mais j'ai aussi l'impression qu'avec les années, ça a pris des années un peu d'expérience et peut-être que les gens prennent leur place, en fait, prennent un peu le contrôle de leur vie puis le contrôle de leurs organismes, parce qu'ils ne vont pas subir nécessairement ce que les gens veulent pour eux, mais c'est eux qui se disent, on veut effectivement être mieux dans notre peau, puis partager, puis j'ai l'impression qu'on est rendu comme une maturité en termes de services de santé mentale. Là. Tout à fait. Je pense que ça correspond à un moment où on reconnaît plus les savoirs expérientiels. C'est un mot qu'on trouve beaucoup maintenant, qui est très à la mode, mais qui est important. Derrière ça, il y a réellement des savoir-faire, des savoir-être, des savoir-dire à propos de la maladie, à propos de la trajectoire de soins et de services. Et donc ça, c'est très important de pouvoir reconnaître ça. Il faut aussi que ça se traduise par une reconnaissance financière aussi, comme je vous disais. C'est important. Et aussi après, dans les groupes d'entraide, un élément important, c'est aussi la qualité de l'animation. Il faut que ces groupes-là, ils soient sécuritaires pour que les gens puissent se sentir ouverts à partager, qu'ils ne revivent pas les expériences parfois qu'ils ont vécues où ils sentaient que ce n'était pas tout à fait humain, ils sentaient qu'ils ne se sentaient pas tout à fait écoutés, ils ne sentaient pas qu'il y avait de la chaleur, mais là, il ne faut pas que dans ces espaces-là, ils puissent revivre ces expériences négatives. Ouais. Donc, ça demande une animation qui est très ouverte, qui est dans l'écoute, qui est dans la compréhension. Et ça, c'est important. Et souvent, les animateurs sont les garants de ça. Mais je pense que la qualité de l'espace, le fait que ce soit un espace sécuritaire pour s'exprimer, partager ses expériences, ça, c'est une dimension extrêmement importante. Donc, c'est très positif. On y reste quelques secondes. J'aimerais ça quand même qu'on mentionne, parce que c'est des résultats préliminaires qui ont été dévoilés, mais il y a encore du travail à faire pour sortir, en fait, les résultats complets de l'étude là, sur justement l'importance de l'entraide et l'entraide en santé mentale. Comment on peut trouver l'information ou en savoir plus sur l'étude? Je pense que vous avez déjà fait votre étude terrain, donc il n'y a pas vraiment besoin de gens, sauf que des gens qui seraient intéressés à en savoir plus sur la question. Tout à fait. Alors, le plus simple, c'est d'aller voir ma page universitaire ou d'aller voir sur le site du CREMIS, donc www.cremis.ca. CREMIS, c'est C-R-E-M-I-S. C'est l'acronyme du centre de recherche. Et de trouver ma page, Baptiste Gaudry, et il y a la liste des publications, ou aussi, avec mon adresse courriel, vous pouvez me contacter si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir des rapports préliminaires. Nous allons organiser un forum montréalais sur l'entraide pour diffuser les résultats préliminaires de la recherche et aussi avoir un échange avec les groupes qui ont participé à la recherche. Je les ai pas nommés pour des raisons d'anonymat, mais on va les faire venir et on aimerait ça qu'il y ait le plus de personnes qui se joignent aux discussions sur les résultats intermédiaires. Le courriel où on peut vous joindre, ça serait quoi? Alors, c'est mon prénom, Baptiste, B-A-P-T-I-S-T-E, mon nom de famille, G-O-D-R-I-E, @umontréal.ca. Ben voilà, c'est excellent. Merci beaucoup de nous avoir parlé de cette étude. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. C'était avec plaisir. C'était très intéressant. On suivra les résultats, évidemment. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Si vous voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions
vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604, le 514-990-9604. Nous voici maintenant rendus au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors aujourd'hui, Pierre, tu nous parles des échecs scolaires. Les échecs scolaires, oui. D'abord, je dois dire que le sujet m'est arrivé. En fait, c'est Ève Cardinal, notre chroniqueuse, qui avait posté sur Facebook... On la reçoit tout à l'heure. Oui, ouais. Et elle avait posté sur Facebook un article écrit par un directeur d'une école à Singapour. Et il avait envoyé cette lettre aux parents d'élèves avant leur examen. Parce qu'on sait qu'en Extrême-Orient, on prend les études très, très au sérieux, oui, ce qui n'est pas un mal, mais les échecs sont très mal acceptés. Oui, surtout à Singapour, qui est un pays qui est assez rigide dans son fonctionnement. Oui, il y a souvent des suicides et des tentatives de suicide. Et je pense qu'il y a beaucoup d'Asiatiques aussi qui gardent cette espèce d'esprit de ici même. Là. On sent souvent que les Asiatiques sont très, très performants dans leurs études. C'est eux aussi qui sont beaucoup de ce qu'on appelle des parents hélicoptères. C'est-à-dire des parents qui sont toujours au-dessus de leur enfant. Alors, voici ce qu'avait à dire ce directeur d'école à Singapour, juste avant les examens. Il disait « Chers parents, les examens de vos enfants vont bientôt débuter. Je sais que vous êtes toujours tous inquiets que vos enfants réussissent, mais je vous en prie, rappelez-vous, parmi tous les élèves assis, ce jour-là se trouve un artiste qui n'a pas vraiment besoin de comprendre les maths. Il y a un futur entrepreneur qui n'a pas besoin de se souvenir de toutes ces dates d'histoire et des grands noms de la littérature anglaise. Il y a un musicien dont les notes de chimie n'auront pas un grand impact dans sa vie. Il y a un athlète qui devrait se concentrer sur sa forme physique plutôt que sur la physique en général. Si votre enfant obtient de bonnes notes, c'est super. Mais si ce n'est pas le cas de votre fils ou de votre fille, s'il vous plaît, ne les blâmez pas. Dites-leur que ce n'est pas la fin du monde, ce n'est qu'un examen. Ils accompliront des choses bien plus importantes au cours de leur vie. Aimez-les tels qu'ils sont et ne les jugez pas. Mais oui. J'ai une question, Pierre. Oui. C'est pas juste une question de notes, mais c'est une question de connaissance générale, par exemple, quand tu as des notes faibles. Quand tu n'as pas comme une grande... tu sais, l'école, pour moi, le but, c'est d'apprendre des connaissances générales. Compter, écrire, connaître des grands textes. Culture générale répandue. Oui, c'est ça l'absence de bonnes notes qui cause plus qu'à être performant, c'est avoir une pauvre culture générale. Oui, mais en Extrême-Orient, ici, et puis comme dans bien d'autres endroits à travers le monde, c'est quand même important la note finale de passage. Oui, puis il y a une pression, évidemment. Ouais. Sur, Alors, ce directeur d'école conclut en disant « Maintenant, regardez vos enfants conquérir le monde. Une mauvaise note ou un examen non réussi ne fait en fait rien baisser de leur talent. Souvenez-vous, les grands ingénieurs et les médecins ne sont pas les seules personnes heureuses dans ce monde. » C'est quand même... surprenant venant d'un directeur d'école à Singapour, mais on voit que cet homme-là, au moins, il l'a compris. Il voulait balancer peut-être l'effet de la pression, c'est ça que les étudiants perçoivent. Oui. C'est la course à la note. J'ai peut-être, comme j'ai dit, une petite réserve en termes de quand tu n'as pas la maîtrise de la connaissance générale, pour moi, l'école doit remplir cette mission-là. Ouais. Ça m'a fait chercher sur Internet d'autres articles sur le sujet. Il y en a un qui s'appelle « Causes et solutions de l'échec scolaire ». C'est sur un site qui s'appelle IP Coaching. Alors, on parle bien sûr de coaching et de soutien scolaire. Et c'est en Suisse. Alors, on va voir qu'ils ont les mêmes problèmes qu'ailleurs. On nous dit qu'il n'existe pas une seule et unique solution à l'échec scolaire. Le parcours peut être long et tortueux. Les parents doivent parfois s'armer de patience et faire preuve de compréhension. C'est pourquoi eux aussi ont besoin de soutien. Inutile de culpabiliser non plus, ce n'est rassurant pour personne. Et tout comme les solutions pour retrouver le chemin de la réussite, les causes de l'échec sont la plupart du temps variées. Il convient en préambule de mentionner que l'échec n'est pas synonyme de redoublement. Un enfant peut se sentir en échec sans pour autant que ses notes soient insuffisantes. Les oubliés, entre guillemets, de l'échec sont ceux dont le parcours n'est pas à la hauteur des espérances. Et dans certains endroits sélectifs, c'est notamment lors de l'orientation en 6e année que ces enfants risquent de baisser les bras. Préadolescent et déjà mis au parfum de la performance et de la sélectivité, il y a de quoi être inquiet. Si la voie proposée
ne correspond pas aux attentes de l'enfant ou parfois à celles de leurs parents, les répercussions sur la motivation, un des facteurs clés de la réussite, ne doivent pas être négligées. Dans ce cas, il convient de continuer à l'encourager et surtout de lui dire que la vie ne se joue pas à 12 ou à 13 ans. Une phrase essentielle à rappeler régulièrement et si possible à démontrer par des exemples concrets. Évoquer les membres de la famille et amis qui ont réussi professionnellement sans avoir été des premiers de classe. Enfin, la réussite ne passe pas toujours par un métier prestigieux, loin s'en faut. En d'autres termes, il convient de veiller à l'estime de soi de l'enfant. Une réflexion en fonction des difficultés propres à l'enfant est essentielle. Puis, pour être partie prenante dans une démarche thérapeutique, chacun doit être prêt, les parents et les enfants. Et je reviendrai un peu plus tard sur le sujet dans l'émission. Merci beaucoup, Pierre. Donc, on continuera ça, les échecs scolaires à Folie Douce. Merci, Ghislain, également, pour ta participation. Oui. À venir dans l'émission Folie Douce, notre collaboratrice Ève Cardinal nous informe sur le retour au travail après une dépression. À l'Espresso allongé, nous poursuivons avec le sujet sur les échecs scolaires. Vous entendrez aussi en chanson Ariane du groupe Choses Sauvages et J'ai marché de Edgar Bory. Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à Folie Douce, notre site web est antenne-au-singulier.qc.ca. Utilisateurs de Facebook, YouTube, Instagram et Twitter, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie Douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. De retour au micro à Folie Douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. C'est avec joie que j'accueille Ève Cardinal. Bonjour Ève. Bonjour Yvan. Toujours un plaisir de t'accueillir et puis toujours un plaisir d'écouter les sujets que tu nous amènes. Moi aussi, c'est toujours un plaisir d'être avec vous autres. Oui, une vraie passionnée de radio, comme nous tous ici à l'émission. Aujourd'hui, cette semaine, en fait, tu nous amènes, Ève, un sujet intéressant qui touche beaucoup de monde. En fait, c'est le retour au travail après une dépression. Mm-hmm. C'est quelque chose de majeur. Les gens ont à travailler, les gens ont à conjuguer avec ça. Donc, comment on peut amorcer le sujet? On a évidemment beaucoup de temps pour en parler, mais on va pouvoir échanger là-dessus. Bien, génial, parce que c'est un sujet, effectivement, qui est assez vaste. Donc, effectivement, retourner au travail après une dépression, pas si facile, Yvan. Ouais. Souvent, disons, on tombe en congé de maladie, on tombe en dépression, entre guillemets, mais souvent, on ne pense pas aussi l'après. Hein? Et souvent, ce qui arrive, c'est que ça peut générer beaucoup d'anxiété quand, disons, on est en dépression et qu'on a à planifier un retour au travail. Donc, à ce moment-là, il y a plusieurs pistes de solutions. Il y a des pistes de solutions au niveau de l'employeur, il y a des pistes de solutions au niveau de l'employé. On peut être à son compte. Donc, tu sais, il y a différents aspects là, qu'il faut évaluer. Et, en fait, c'est ça. Donc, ça peut générer un stress de devoir retourner au travail après une dépression. Absolument. Puis surtout que dans l'État, elle ne nous permet pas nécessairement de vivre ce stress-là. On veut justement éviter ça. Donc, on ne veut pas revivre un stress là, au retour au travail. On veut avoir des conditions gagnantes pour justement faire le retour correctement. Bien, on est effectivement, et comme tu dis, on est dans une société aussi de performance. On est dans une société aussi où on a beau dire, hein, on parle de belle pour la cause, on parle on s'ouvre de plus en plus au sujet qui touche la santé mentale, mais en fait...
il reste des tabous. Hein? Donc, les gens, lors de leur retour au travail, se demandent qu'est-ce que mes collègues vont penser? Est-ce que je vais être moins performant? Est-ce que j'ai des risques de rechute? En fait, parce qu'en fait, on va le voir tantôt, il y a quand même des dommages collatéraux à une dépression, c'est-à-dire qu'on ne devient pas invalide à vie, loin d'être le cas. Mais par contre, à court terme, il y a certains effets secondaires qui peuvent être dus aux médicaments, qui peuvent être dus à l'anxiété, au stress de retourner au travail, qui font en sorte que la performance peut au début être moindre. Hein? Puis c'est pour ça des fois qu'on parle de retour progressif, mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. C'est pas tous les employeurs qui peuvent se permettre d'offrir ce retour progressif-là. Il y a des employeurs malheureusement qui ont pas les assurances nécessaires. On peut parler de milieu communautaire, on peut parler de toutes sortes de milieux. Donc ça devient en fait une recette, une potion magique qui est difficile à jauger des fois, là, ce retour-là. Puis dans un groupe d'employés, souvent, comme tu dis, s'il y a une petite équipe, on ne peut pas se permettre des fois de manquer cette personne-là pendant 2 mois. Si c'est le cas, les autres vont comme travailler en double, en triple. Donc, le retour, ils veulent que cette personne-là reprenne ses tâches, mais c'est pas toujours aussi facile que ça. Là. Et souvent de façon sine qua non, rapide, productivité, etc. Effectivement, ça peut être un stress et sur l'équipe de travail, et sur l'employeur, et sur la personne qui revient, hein, qui peut ressentir énormément de culpabilité, hein, parce qu'en fait, on ne choisit pas là, de tomber malade. Hein. On ne choisit pas si on a un cancer, une dépression, un rhume, une grippe, peu importe. Donc, effectivement, c'est un facteur de stress pour beaucoup de gens là, qui reviennent au travail. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été réalisée par le CIUS de Québec-Sud, hein, qui mentionne que sur 688 personnes qui étaient en arrêt, il y a 56 problèmes de santé mentale qui étaient résolus lors du retour au travail. Donc ça, on parle juste un peu plus de la moitié. Donc ça implique en fait que ce ne sont pas toutes les personnes qui ont réglé à 100% les symptômes qui sont reliés à une dépression ou à un trouble de santé mentale lors du retour au travail. Alors maintenant, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et on pourrait c'est peut-être une question aussi de la personne ne peut plus se permettre d'être en dehors du travail, tu sais, pour toutes sortes de raisons. C'est peut-être ça aussi qui fait que, en principe, la personne devrait revenir dans un bon état ou en tout cas relativement beaucoup mieux qu'elle était, mais elle peut peut-être pas le faire, c'est ça? Bien, effectivement, puis comme tu le dis, si on fait un petit rewind en arrière en bon français, quand on tombe en congé de maladie, hein, des fois on se dit un congé de 2-3 mois, hein, c'est beaucoup, on reste à la maison, tout ça, mais le temps de trouver les soins, le temps d'approcher par exemple le CLSC, de trouver les ressources, le temps que la médication fasse son effet, et ça c'est sans compter que c'est pas tout le monde qui a des assurances pour aller voir un psychologue en pratique privée. Donc les listes d'attente sont malheureusement... Bon, le système de santé étant ce qu'il est, il n'est pas différent nécessairement pour la santé mentale et peut-être encore moins. Donc, le temps d'attente peut être très long avant d'avoir une ressource. Donc, on peut rester pendant plusieurs semaines un peu à soi-même en attendant d'avoir l'aide nécessaire, le soutien nécessaire. Donc, ça, évidemment, si on compte que, disons que dans une période de 2-3 mois, on vient d'avoir de l'aide depuis 3 semaines concrètes, d'avoir vu un soutien psychologique quelconque, ça veut dire que ça ne fait pas beaucoup de temps vraiment pour se rétablir avant de retourner dans un milieu de travail qui peut être, dépendant des situations stressantes, qui peut avoir été aussi la cause en partie d'une dépression. Oui, alors ça devient un problème. Puis je me demande aussi, des fois, on a l'impression que la société est plus ouverte à ça. Bon, comme tu parlais tantôt, il y a les journées spéciales, Belle Cause pour la cause à chaque année. Il y a plein d'autres, il y a des gens qui en parlent ouvertement. Mais je me demande jusqu'à quel point c'est encore tabou et c'est encore pas si entré dans les mœurs là, des compagnies ou des endroits où les gens travaillent. Bien, en fait, à la lumière de mes lectures, de ce que j'ai vu, c'est recommandé d'en parler ouvertement avec les collègues ou avec l'employeur. Ça, c'est facile à dire, mais pas si facile à faire que ça. Donc, effectivement, oui, il y a encore des tabous. Les gens ont peur d'en parler. Il y a 50% des gens, Yvan, qui ne vont pas consulter. Hein? Lors d'une dépression, hein, qui se disent « OK, je vais toffer, ça va passer. C'est la dépression hivernale, bon, ça va pas bien dans mon couple, ça va pas bien au travail, j'ai des tensions », mais avant d'aller consulter, il y en a qui prennent énormément de temps, puis il y en a 50% qui n'y vont tout simplement pas. Et le mot « consulter », ça me fait toujours un peu penser, je me dis toujours, les gens se disent « mais je vais où pour consulter ?» Tu sais, on se dit « allez consulter », mais allez consulter qui? Le médecin de famille? Allez consulter un CLSC? Allez consulter un...
Bien, effectivement, puis là, on a fait encore un rewind avant le retour au travail, mais c'est important d'en parler. Consulter, ça veut dire, en premier lieu, lire, aller voir qu'est-ce qui se passe, mais des fois, on ne s'en rend pas compte. Donc, la première étape, c'est vraiment d'aller quand même voir le médecin de famille. Et là, tu vas me dire qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Il y a par contre des ressources excellentes dans les cliniques. Les cliniques sans rendez-vous, par contre, les médecins quand même sont au courant. Les médecins généralistes sont dans des cliniques, puis ils peuvent, eux, peut-être référer. Ils ont quand même une base de connaissances. Là. Tout à fait. Et puis quand on pense qu'on va voir un médecin puis qu'on peut lui inventer, entre guillemets, n'importe quel symptôme pour avoir un congé de maladie relié, par exemple, à une problématique de santé mentale, c'est absolument faux. Ils ont des critères qui sont très précis pour déterminer là, quelqu'un qui souffre réellement là, d'un problème de santé mentale. Puis c'est important que ce soit précis parce que les gens qui en souffrent vraiment ont besoin d'une aide qui est immédiate, qui ont besoin de compréhension et de la part, évidemment, de leur entourage et de la part du milieu de travail. Parce que si après ça, on angoisse avec le fait qu'on n'aura plus de travail parce qu'on est déprimé ou qu'on est en congé de maladie, c'est pas plus simple pour le rétablissement. Non, j'ai l'impression aussi que les gens ont toujours peur de mentionner à leur employeur qui ont un problème, qui ne se sentent pas bien. J'ai l'impression que c'est pas... L'employeur devrait, sans encourager la facilité, là, mais quand quelqu'un a vraiment besoin de prendre un recul puis de se retirer du marché du travail, ça devrait être facile pour la personne de l'annoncer, d'avoir de l'aide, que les gens la comprennent puis qu'ils la croient. Puis, je pense qu'on n'est pas rendu là encore. Hein? Bien, semble-t-il qu'en fait, on n'est pas rendu là dans un sens qu'il y a des employeurs maintenant qui vont être très compréhensifs. Et puis, le mot compréhensif, là, j'aurais pas dû l'utiliser. C'est pas être compréhensif, c'est d'être conscient de la problématique et de mettre en place des mesures adéquates, que ce soit avant le congé, pendant le congé et après le congé. Ici, justement, en tout cas, on en reparlera, mais il y a divers conseils que j'ai eu l'occasion de lire pour le retour au travail. Hein. Des conseils pratiques là, qui peuvent être utiles là, pour les gens, justement, parce que c'est ça, comme je l'ai dit un peu plus tôt, le fait de devoir retourner au travail et de devoir affronter après un congé, même si on se sent mieux, peut engendrer une anxiété. Donc, peut défaire certains acquis qui ont eu lieu lors d'une possible guérison. Oui. Donc, quels sont ces conseils? Bien, premièrement, en fait, c'est pas la dépression n'est pas nécessairement... parce qu'il faut faire une différence, on en reparlera peut-être éventuellement dans une autre chronique, entre un burn-out et une dépression. Une dépression, ça englobe généralement plusieurs aspects de la vie. Ça peut être la famille, le travail, tout ça, mais le travail peut en faire partie. Donc, il y a certaines personnes qui... quelque temps avant le début en fait la fin de l'arrêt de travail, vont rencontrer un orienteur, OK? Vont voir, OK, si c'est le cas, parce que là, on parle de retour au travail. Est-ce que dans mon travail, il y a des choses qui me plairaient plus? Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais plus développer? Est-ce que je suis rendue dans une période de ma carrière où est-ce que je me sens moins bien? Qu'est-ce que je pourrais faire? Donc ça, c'est une option. Ensuite, il y a de discuter avant de retourner au travail avec son supérieur immédiat, d'avoir une ouverture d'esprit, de dire, OK, moi, je me sens prêt, disons, à faire quelques jours ou quelques heures ou un avant-midi ou comment tu vois ça. L'employeur peut accommoder dans un certain sens et des fois, ça peut être l'environnement de travail, ça peut être un environnement de bureau ou ça peut être même, et malheureusement, certaines personnes qui ont vécu du harcèlement au travail. Ça peut être plusieurs situations. Donc, c'est d'avoir une discussion le plus possible ouverte avec l'employeur. Puis, si on est à son compte, c'est d'identifier quels ont été les facteurs de stress et essayer de ne pas les reproduire. Et comme je le disais, il y a sensibiliser le milieu de travail sur la santé mentale. Je veux dire, ça, élaborer sur sa vie là, lors du retour au travail, on n'est pas obligé non plus de s'inventer de toutes sortes de choses, je veux dire, c'est d'en parler ouvertement, mais ça, c'est un processus où on en est conscient qui peut être très, très, très difficile. Et il faut, juste en concluant, là, je sais qu'on va conclure bientôt, cher Yvan. Il y a encore un petit peu de temps, quand même. D'ici 2020, la première cause d'invalidité au travail sera une cause de santé mentale. Oui. Alors ça, c'est non négligeable. Et les employeurs, les employés, les entreprises, la société ne peut pas fermer les yeux là-dessus. C'est-à-dire doit prendre des moyens, que ce soit parce que la personne qui tombe malade a aussi une certaine responsabilité de reconnaître ses besoins, de savoir
essayer de les exprimer. Mais la société a aussi, en fait, le choix et devrait aussi tenir compte de ça parce qu'il y a des pertes économiques là, incroyables. Même au niveau, là, on parle d'économie là, pure et simple, mais si on peut avoir un argument qui est plus concret pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y a des pertes économiques énormes au niveau de la santé. Et ça commence à avoir une prise de conscience. C'est timide encore, mais on commence à comprendre que l'aspect économique est important, puis avec la rareté de main-d'œuvre, ben, il faut qu'on s'occupe des gens qui sont là. Quelques secondes encore à notre entretien, à notre chronique sur donc le retour au travail après une dépression. Qu'est-ce qu'on peut chercher ou qu'est-ce que tu as peut-être trouvé comme information qui serait intéressant pour les gens pour avoir peut-être des meilleures informations pour continuer un peu la réflexion sur le sujet? Bien, il y a toujours revive.org. Je sais que j'en parle souvent dans mes chroniques, mais il y a des groupes d'entraide à tous les lundis soirs. C'est un site c'est un groupe, c'est ça qui existe? C'est un site et c'est un groupe et on peut bénéficier de rencontres individuelles, on peut bénéficier de rencontres de groupe pour échanger. Pour ce genre de problématique-là ou autre, là, c'est ça? Ou autre, oui, ça englobe beaucoup, mais il y a différents sous-groupes, donc il peut y avoir cette thématique-là qui est abordée. Et il y a le CRAM aussi, parce que pour ceux qui n'ont pas les moyens nécessairement, il y a les étudiants du CRAM lors de leur stage. C'est quoi le CRAM, l'acronyme? Le CRAM, oh là, tu me poses une mais ça fait quoi? C'est des étudiants? C'est des étudiants en entraide psychologique, donc ce ne sont pas nécessairement des psychologues, mais c'est de l'entraide, c'est des professionnels en fait. On cherche CRAM, CRAM, exactement. Oui, je m'excuse, j'aurais dû faire mes recherches plus approfondies. Et il y a toujours aussi très important quand même les normes du travail, puis l'assurance chômage aussi, si on n'a pas les moyens. Merci beaucoup, Ève Cardinal, pour cette chronique. Donc, le retour au travail après une dépression et à une prochaine. Plaisir, à bientôt. Bye. La santé mentale, c'est à force d'en parler qu'on cessera d'en parler. Vous êtes à l'antenne de Folie douce. Nous poursuivons au micro avec le sujet les échecs scolaires. Pierre Laporte, ton sujet que tu as entamé plus tôt dans cette émission, et Ghislain Malo aussi était présent et est toujours présent. Oui, comme un bon scout. Oui, alors tu as d'autres informations à nous donner évidemment sur le sujet. Oui, je poursuis ma lecture de l'article qui s'appelle « Causes et solutions de l'échec scolaire ». C'est sur le site IP Coaching, un site qui émane de la Suisse. Alors, on nous dit « Les enfants à haut potentiel intellectuel qui ont un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ce qu'on appelle le TDA ou TDAH, et la phobie scolaire figurent parmi les causes susceptibles de rendre le parcours scolaire encore plus chaotique. Pour ce type de difficulté, il est judicieux de s'adresser dans un premier temps à des spécialistes des dits troubles. Le recours à un pédopsychiatre, un pédiatre ou un psychologue est nécessaire. Des problèmes familiaux tels que la maladie ou le deuil démobilisent l'enfant de la scolarité à court, moyen ou long terme. La courbe des apprentissages n'est pas linéaire. Elle le sera d'autant moins si des problèmes personnels viennent perturber l'élève. Si la situation d'échec est temporaire, soit une durée de 1 à 3 mois, il est peut-être préférable de l'accepter et d'axer la relation avec l'enfant sur des activités qui permettront de lui redonner la morale. En revanche, si cela dure plus que 3 mois et que l'enfant développe des maux de tête, des maux de ventre et qui n'a même plus envie de se lever, mieux vaut prendre un rendez-vous avec le pédiatre ou le psychologue qui sont à même d'évaluer la situation. Et aussi la prise de contact avec un enseignant privé ou un centre de soutien scolaire peut aider à combler les lacunes, comme par exemple les problèmes d'organisation, l'oubli des affaires, l'oubli des devoirs, le défaut de motivation, le manque de confiance en soi au niveau des compétences. Et je voulais parler ici chez nous, à Montréal, il y a ce qu'on appelle l'Académie Centennial, qui accueille des jeunes qui souffrent de troubles de l'apprentissage. C'est une école privée, une école secondaire. Je pense que... C'est une école anglophone. Je connais vaguement, mais... En fait, il y a un volet francophone et anglophone. Qui est spécialisé pour aider les... Parce que c'est pas évident. Il y a un gros stress chez les jeunes, même si on parle pas nécessairement d'excellence scolaire, c'est juste de réussir puis d'avoir un peu de plaisir à aller à l'école dans la mesure du possible. Ou comme Ghislain, tu disais un peu, l'école, c'est pas seulement des notes, des résultats, c'est aussi un bagage. C'est la connaissance générale, c'est bien important, surtout dans des périodes où le travail va être très changeant.
si tu n'as pas de connaissances générales, c'est plus difficile de rebondir comme il faut sur tes pieds. Ouais. Et peut-être la débrouillardise, tu sais, le système D, là, des fois, c'est beau la matière, là, d'avoir du par cœur, mais de savoir se débrouiller, d'être capable de travailler en équipe, d'être capable d'être Il y a des guidé, limites avec être un autodidacte, parce que quand tu arrives en quelque part, puis tu arrives dans un milieu, ce que les gens ont appris de manière très, je dirais pas rigide, mais précise, puis toi, tu arrives là. Je suis pas autodidacte, je dis plus sur l'organisation, parce que d'être capable de travailler en équipe, d'être capable de, pas juste d'avoir des notions. D'être vite ses patins, comme on dirait. Là. D'être curieux, de vouloir apprendre plus, ça se développe ça aussi à l'école. Ouais. Alors, je vais passer à un autre article qui s'appelle 10 conseils pour lutter contre l'échec scolaire. C'est sur le site edu.academy. Est-ce qu'il y en a un qui c'est passer des livres tôt aux enfants? Oui, tu vas voir. La lecture, c'est J'ai peut-être pas le temps de tout nommer, mais en tout cas, 10 conseils. Premièrement, donner de bonnes habitudes d'études. Il est essentiel de créer des habitudes d'études très tôt chez les enfants. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire leur fournir un endroit calme et approprié à l'accomplissement de leurs tâches. Dès le jeune âge, il faut les aider à créer l'habitude de faire un travail scolaire à certaines heures. Moi, c'est le contraire. J'aime plus le bruit que le silence. Ouais, mais... Non, je suis pas capable de travailler dans le silence. Je suis pas capable. Des fois, ça peut déconcentrer. Deuxième conseil, ne les grondez pas. S'ils se plaignent ou pleurent, ne les laissez pas quitter leurs tâches, mais aidez-les plutôt à finir. Troisième point, motivez-les. Il est essentiel de motiver les enfants. Pour cela, il faut leur montrer que l'effort paie. Il faut aussi les aider à en tirer une satisfaction personnelle. Quatrième conseil, chercher la cause des échecs. Chaque cas est unique, chaque personne a ses propres particularités, son propre environnement et ses propres motivations. Il est donc important de prendre cela en compte. Cinquième conseil, créer un environnement sain et heureux, libre de conflits et de détresse émotionnelle. Cela ne signifie pas qu'il faut cacher ses problèmes, mais plutôt qu'il faut les aborder d'une manière saine. Ou tout simplement dire aux enfants, enseignez-les au lieu de chicaner, des superviser, juste leur montrer des affaires. C'est pas donné à tous les parents de montrer des choses. Mais des fois, les matières sont pas faciles. Non, mais je parle en général, même lancer une balle, n'importe quoi. Éduquer les enfants, leur montrer. Sixième conseil, ne les laissez pas penser qu'ils sont des perdants, mais faites-leur voir qu'ils sont amis pour eux-mêmes. Septième conseil, encouragez-les à lire et à s'exprimer par écrit. Essentiel, surtout pour les jeunes garçons qui ont pas assez de livres dans les mains. Ouais. Huitième conseil, aidez-les à avoir plus d'attention. Moins ils auront de distractions en travaillant, mieux ils se concentreront. Neuvième conseil, agissez dès les premiers signes d'échec scolaire. Et finalement, 10e point, trouvez du temps pour les assister si nécessaire. Est-ce que ça vous semble... C'est des bons conseils, c'est des excellents conseils. Vous êtes d'accord avec ça? Mais l'éducation, quand on pense qu'ici, comme un enfant sur 3 qui ne réussit pas à son secondaire dans les temps normaux, un garçon sur 3, c'est beaucoup. Là. Puis même, je dirais des fois presque sur 2. Là. Parce que c'est dans les temps normaux, il finit par le faire, mais c'est beaucoup. Moi, je trouve que ça ne devrait même pas exister, c'est une situation comme ça. Il y a énormément d'enfants qui décrochent. Les échecs sont... de raisons, surtout les jeunes garçons, malheureusement. Merci beaucoup, Pierre, pour le sujet, les échecs scolaires. Merci, Ghislain, pour ta participation également. Folie douce, demeurez des nôtres. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca antenne.qc.ca. Quelques mots pour terminer ce rendez-vous de Folie douce. Ghislain Malo, on a écouté plusieurs bonnes chansons, encore une fois, cette semaine, comme à notre habitude. On a écouté À la vie, à la mort. De Nicolas Michaud. Oui, on a entendu Jalousie. De Angèle. Dans la deuxième demi, Ariane. Du groupe Chose Sauvage. Et à l'instant, J'ai marché. D'Edgar Bory. Merci beaucoup pour votre choix musical, à toi et à Pierre. Merci. Merci pour ta participation au micro, ainsi que pour la recherche. Oui, fait plaisir. Merci Pierre Laporte à la mise en onde. Bienvenue. Ainsi que pour tes blocs Espresso et Allongé, où tu nous as parlé des échecs scolaires. Notre invité en début d'émission, Baptiste Godry, nous a parlé d'une étude sur l'importance de l'entraide en santé mentale. On le remercie. Et notre collaboratrice F. Cardinal était des nôtres et nous a parlé pour sa part du retour au travail après une dépression. Alors, c'était le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.
bop